Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Au cours des prochaines semaines, je vais vous présenter une série de vidéos sur la souveraineté du Québec. Un sujet que je vais traiter d'une façon un peu inhabituelle, étant donné que je vais vous montrer que la souveraineté, ça ne sert pas à faire une fête, le fameux grand soir, ou à faire la promotion du français, mais à faire des sous, beaucoup de sous. Parler de souveraineté, c'est parler d'économie. Encore d'économie, toujours d'économie. C'est tout simple. Quand on est puissant, on est riche. Quand on est faible, on est pauvre. Le Canada anglais est puissant, il est riche. Le Québec est faible, il est pauvre. La puissance, surtout lorsqu'il s'agit de politique, ça sert à orienter l'économie à long terme de façon à ce que l'argent il tombe dans nos poches plutôt que dans les poches du voisin. Le Québec est la 9e province la plus pauvre du Canada. En fait, c'est la plus pauvre, étant donné que l'île du Prince-Édouard, la 10e plus pauvre, a une population 56 fois inférieure à celle du Québec. Si on retranche de la richesse du Québec, la richesse des Anglo-Québécois, la situation est encore pire. Les Anglo-Québécois sont arrivés 150 ans au Québec après les francophones et qui représentent moins de 9% de la population totale, habitent encore les villes les plus riches du Québec. Ils ont 3 universités, 6 cégeps, 18 hôpitaux, des villes défusionnées, tout ça avec les gros salaires payés par l'État que cela suppose. Pour prouver mes dires, je vais utiliser une science qui s'appelle la géopolitique. La géopolitique, c'est la discipline qui donne les lois, les règles, les tendances, qui expliquent l'histoire, l'économie et la politique des États. Vous embêterez pas avec de la théorie, je vais sauter presque tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire le Québec, l'Amérique du Nord, et je vais introduire les notions géopolitiques importantes au fil des vidéos, ça va être beaucoup plus intéressant. La chose importante à retenir ici, c'est que le concept de base de la géopolitique, c'est celui d'économie d'énergie. Si vous prenez une carte de l'univers, telle que celle que fabriquent nos astrophysiciens modernes, vous allez voir que notre univers, il est noir, avec par-ci, par-là, des petits points de lumière presque imperceptibles. Ces petits points de lumière presque imperceptibles, ce sont les galaxies. Dans notre univers, l'énergie, elle est rare. De plus, elle a tendance à se disperser, à se dégrader. C'est sa nature, c'est une loi de l'univers. Ça a d'énormes conséquences sur les êtres vivants, et notamment sur les êtres humains, qui sont obligés de toujours produire plus qu'ils consomment, parce qu'il y a toujours de la perte, à cause de la loi que je viens d'énoncer. Les êtres humains sont obligés d'accumuler les petits profits pour pouvoir vivre et survivre à long terme. Je peux donner plusieurs exemples de ça. Par exemple, si un peuple fait commerce, il va avoir tendance à faire commerce avec un peuple qui est situé, par exemple, au bout de la vallée qu'il occupe lui-même, parce qu'il est beaucoup plus facile de faire commerce en utilisant la surface plate du fond d'une vallée qu'en passant à travers des montagnes. Si des commerçants font commerce de produits lourds, ils vont avoir tendance à les prendre dans le centre d'un continent et à les faire descendre vers des côtes océaniques qui sont plus basses. S'il s'agit de minerais, ils vont avoir tendance à les prendre dans les montagnes, à les descendre dans les vallées, puis dans les plaines, puis en utilisant les rivières, ils vont passer par les fleuves avant d'atteindre les océans, qui représentent la surface plate la plus basse sur la planète et qui permettent de faire un commerce extrêmement profitable, d'accumuler des petits profits. Les gens vont dire, bah, quelle importance de traverser des montagnes de la hauteur du Mont-Royal pour faire commerce de l'autre côté si c'est rentable. C'est vrai. Cependant, si vous voulez augmenter vos profits et que vous le faites 3 fois par jour, au bout d'un an, vous l'aurez fait 1000 fois, et au bout d'un siècle, vous et vos descendants, vous l'aurez fait 100 000 fois. Ce qui aura donné beaucoup d'occasions à vos compétiteurs situés de l'autre côté de la montagne de vous éliminer du marché parce qu'eux n'auront pas les mêmes petites pertes que vous subissez en traversant les montagnes et qu'ils vont pouvoir présenter des prix inférieurs aux vôtres. On peut tricher une loi géopolitique comme celle que je viens de vous donner. On pourrait par exemple installer une métropole industrielle au sommet du Mont-Tremblant par exemple, mais ça coûterait affreusement cher. Au cours de l'histoire, tous les peuples ont fini par construire leur métropole industrielle dans des endroits qui ressemblaient à celui où nous avons construit la nôtre, Montréal, c'est-à-dire dans le fond d'une vallée, sur des territoires plats, là où il y a de l'eau, il y a des terres agricoles, et si possible, près d'un fleuve qui mène à l'océan. Voilà pour la géopolitique. Pour un géopoliticien, le cas du Québec est très intéressant parce qu'il montre l'énorme influence que peut avoir la géographie sur le développement d'un peuple. Depuis 4 siècles, toute l'histoire du Québec a été lourdement influencée par 2 tendances lourdes, 2 tendances de fond qui permettent aux êtres humains d'accumuler les petits profits. La première tendance de fond, c'est celle qui amène les êtres humains à migrer de préférence dans des bandes climatiques parallèles à l'équateur. Pourquoi font-ils ça?
c'est que quand on se déplace dans une bande climatique parallèle à l'équateur, on n'a pas besoin de changer de culture, changer de technologie, c'est les mêmes techniques agricoles, c'est la même nourriture, c'est les mêmes maladies. Il est possible de changer de bande climatique, mais il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit payant. Et quand ça se fait de préférence du nord vers le sud. Il y a une raison simple à ça, c'est que l'être humain est un animal d'origine tropicale et il est plus facile pour lui de partir du nord, de se débarrasser de ses manteaux et de toute la culture adaptée au nord pour aller vivre sur des plages de sable chaud dans le sud, que pour quelqu'un qui habite à l'équateur, de remonter vers le nord où c'est beaucoup plus difficile, désagréable et coûteux de vivre. Dans l'histoire, plusieurs peuples ont migré sur la planète en faisant une distance beaucoup plus grande dans un sens est-ouest que dans un sens nord-sud. Les Inuits, par exemple, sont partis du nord de l'Asie, où ils sont encore dans le nord-est de la Russie, pour aller peupler l'Alaska, le nord du Canada et le Groenland, c'est-à-dire pour occuper toute la bande climatique froide de l'hémisphère nord. Les Vikings, eux, sont partis vers l'est où ils ont fondé la Russie et à l'ouest ils ont été peuplés la Grande-Bretagne, l'Irlande, les îles Féroé, l'Islande, le Groenland et même Terre-Neuve où on a retrouvé un village viking. Quant aux Turcs, qui sont originaires de la région de la Mongolie, ils ont été peuplés le Turkestan chinois, une partie de l'Asie centrale et la Turquie. Quant aux Arabes, ils sont partis de la péninsule arabique et ils ont colonisé tout le Maghreb jusqu'à l'océan Atlantique. Les Polynésiens, eux, ont été peuplés toute la bande climatique tropicale du Pacifique. Enfin, il y a le cas des Européens des 4 ou 5 derniers siècles, ce qui nous intéresse beaucoup plus. Quand les Européens sont partis à la conquête du monde, les Russes sont partis en direction de l'Est et ils se sont rendus jusqu'au Pacifique et même au-delà. Ce qui fait que de nos jours, on se retrouve avec une bande de peuplement russe qui suit la frontière sud de la Russie et qui se rend jusqu'au Pacifique et même jusqu'en Alaska où on retrouve encore de nos jours quelques villages d'origine russe. Du côté de l'Europe atlantique, les peuples sont partis pour coloniser, dans un sens est-ouest, les États-Unis et le Canada. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec 3 des plus grands pays du monde qui sont des pays de l'axe Est-Ouest, nommément la Russie, les États-Unis et le Canada. Et qu'on se retrouve avec une bande de peuplement européen qui fait tout le tour de la planète Terre au niveau de la bande climatique tempérée de l'hémisphère nord. Plus intéressant, c'est que les Européens ont également été occuper la bande climatique tempérée correspondante de l'hémisphère sud, étant donné que c'est une grande majorité de descendants d'Européens qui habitent aujourd'hui au Chili, en Argentine, en Uruguay et au sud du Brésil. Il y a de 4 à 5 millions de descendants d'Européens en Afrique du Sud, et il y a bien sûr l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le cas le plus intéressant pour nous, c'est bien sûr celui du Québec, qui même s'il se retrouve sur la même latitude que la France, est beaucoup plus froid. La raison, c'est qu'au nord-est du Québec, il y a l'immense banquise du Groenland qui refroidit beaucoup notre climat, alors qu'au nord-ouest, les vents qui proviennent de l'Arctique canadien ne rencontrent aucun obstacle quand ils passent par la baie du Thun et la baie James pour venir refroidir le climat du Québec. De plus, au sud du Québec, il y a une chaîne de montagnes qui s'appelle les Appalaches. Autrement dit, le Québec n'appartient pas du tout à la même bande climatique que la France. Une conséquence de ça, c'est que du temps de la Nouvelle-France, aussi peu que 30 000 Français auraient émigré en Amérique. Selon certains historiens, aussi peu que 3 000 et même 2 600 d'entre eux y auraient finalement laissé des descendants. Alors qu'aux États-Unis, tout proche, ils ont reçu des dizaines de millions d'immigrants européens qui y ont finalement laissé des descendants. La deuxième tendance de fond qui a beaucoup influencé l'histoire du Québec, c'est celle voulant que les économies des pays du Nord soient tendance à être complémentaires aux économies des pays du Sud. Alors que dans la même bande climatique, les économies ont plutôt tendance à être concurrentes. C'est tellement vrai, ce que je dis, que du temps des colonies, aussi bien l'Angleterre que la France interdisaient à leurs colons de produire des biens qui pouvaient être en concurrence avec ceux produits en métropole. L'Europe exportait des produits finis en Amérique du Nord et l'Amérique du Nord avait seulement le droit d'exporter des matières premières vers l'Europe. Quand je dis que les économies du Nord et du Sud sont complémentaires, je ne me réfère pas aux produits miniers ou industriels. Ça peut se promener dans toutes les directions librement. Je me réfère aux produits d'origine vivante. Dans l'histoire, ça a été extrêmement important. Par exemple,
les épices qui ont suscité la ruée européenne sur le monde provenaient de la région de l'Inde et de l'Indonésie et étaient amenées en Europe avec un énorme profit parce que les Européens en avaient besoin pour donner du goût à la nourriture un peu dégradée qu'ils consommaient, surtout l'hiver où les gens consommaient des réserves qui avaient été faites l'été. C'était la même chose avec le sucre, qui était produit au sud, notamment dans les Caraïbes, et qui était amené dans les pays froids du nord, où les populations s'en servaient pour produire la chaleur corporelle, quoi. La liste des produits agricoles d'origine tropicale, qui ont jadis suscité un énorme trafic océanique, est très longue. On pourrait citer le coton, le rhum, la mélasse, le café, le cacao, etc. Détail intéressant, les fruits et légumes d'hiver consommés par les Québécois proviennent du Sud. Détail historique important, c'est avec les profits tirés du commerce nord-sud que les Européens ont financé une grande partie de leur immigration dans les deux bandes climatiques dont nous avons parlé. Dans le cas de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Nord exportait vers l'Europe des matières premières qui étaient lourdes et volumineuses. En échange, l'Europe retournait en Amérique du Nord des produits finis qui, parce qu'ils étaient finis, ils avaient beaucoup de valeur ajoutée, étaient plus légers et moins volumineux. Autrement dit, les bateaux arrivaient pleins en Europe et repartaient à moitié vides. Pour augmenter la rentabilité de l'opération, les Européens ont vite appris à remplir les vides des bateaux avec des immigrants et à les renvoyer en Amérique du Nord. Dans le cas de la Nouvelle-France, un commerce triangulaire s'est même développé très rapidement avec les Caraïbes, c'est-à-dire que les Français prenaient des produits comme le sucre des Caraïbes, les amenaient en France, puis renvoyaient les bateaux pleins en Amérique du Nord avec des produits finis et des immigrants, puis à partir de la Nouvelle-France, ils exportaient du blé, du poisson, du bois vers les Caraïbes. Autrement dit, les Français faisaient d'énormes profits sur chacune des branches du commerce triangulaire. Il s'est passé à peu près la même chose avec l'Asie du Sud-Est. Les Européens remplissaient leurs bateaux de produits finis et d'immigrants, ils déposaient les immigrants en Afrique du Sud ou en Australie, puis ils allaient échanger les produits finis contre des matières premières, contre des épices, des cargaisons d'épices dont ils remplissaient leurs bateaux et qu'ils ramenaient en Europe avec grand profit. Pendant plus d'un siècle, les profits tirés des Caraïbes, du Pérou et du Mexique ont été tellement importants que les Européens se sont énormément concentrés sur ce qui se passait dans cette région du monde au point de laisser complètement à elle-même l'Amérique du Nord. Leurs rivalités ont été tellement complexes que de nos jours, le peuplement des Caraïbes est lui-même très complexe, tant au point de vue racial, ethnique que linguistique. Il y a eu tellement de guerres dans cette partie du monde que certaines îles ont changé de main une vingtaine de fois. Dernière remarque concernant ce sujet. Au fur et à mesure que l'histoire a progressé, que le peuplement des pays vides de l'hémisphère nord s'est complété, la population a augmenté, de même que la demande pour les produits d'origine tropicale. Ce qui fait qu'avec le passage du temps, les axes nord-sud du commerce ont pris de plus en plus d'importance par rapport à l'axe est-ouest de peuplement. Un axe qui a d'ailleurs eu tendance à mourir avec le passage du temps. Maintenant, si on s'occupe de la géographie de l'Amérique du Nord, on se rend compte que la majorité des axes géographiques en Amérique du Nord sont de sens nord-sud. Il y a à ça une raison d'ordre géologique fondamentale, que je vais expliquer de la façon suivante. On sait que le centre de la Terre est chaud. On le sait pour différentes raisons. D'abord, il y a les volcans, ensuite, quand on descend dans une mine, la température augmente, etc. Donc, le centre de la Terre est chaud. Et la tendance naturelle de la chaleur, c'est de passer du plus chaud au plus froid. Donc, la chaleur remonte vers la surface, avec le magma, qui se refroidit en surface pour ensuite redescendre dans les profondeurs. Ça crée ce qu'on appelle une cellule de convection. C'est ce qu'on observe dans l'eau bouillante de nos marmites. C'est ce phénomène qui est responsable de l'apparition de l'océan Atlantique et de la création de l'Amérique. Il y a 180-200 millions d'années, l'Amérique était collée sur l'Europe et l'Afrique. Puis, une faille est apparue et le magma a commencé à sortir de la lave au niveau de la chaîne de volcans qui se situe aujourd'hui au milieu de l'Atlantique. Le magma s'est donc parti vers l'est et vers l'ouest. Ça a créé une espèce de tapis roulant qui a amené l'Europe et l'Amérique à s'écarter l'une de l'autre. Ça a été ce qu'on a appelé la dérive des continents. L'Amérique, qui était poussée dans le dos, qui frottait sur le fond, qui rencontrait la plaque pacifique, a donc subi des renflements.
c'est-à-dire les Rocheuses et également les Appalaches qui ont subi une deuxième phase d'élévation, elles en avaient subi une auparavant. Le résultat de tout ça, c'est que la majorité des axes géographiques en Amérique du Nord sont, comme on le dit, de sens nord-sud. Ça commence par le Gulf Stream qui part du sud, qui longe la côte atlantique avant d'aller se perdre dans l'océan. Ça se continue par la côte atlantique elle-même, où les gens faisaient du cabotage de port en port pour s'échanger des biens. Ça continue par la rive atlantique elle-même, qui est de sens nord-sud, et où on trouve plusieurs grandes villes, avec des autoroutes, des chemins de fer, des lignes de transmission électrique, dont la plupart sont de sens nord-sud. Les Appalaches, on le dit, sont de sens nord-sud. Dans la plaine centrale, l'Ohio et le Missouri se jettent dans le Mississippi qui, lui, descend dans un sens nord-sud jusqu'à la Nouvelle-Orléans. La Floride est de sens nord-sud, le lac Michigan, l'unité formée par la baie d'Hudson, baie James. C'est encore la même chose avec les montagnes Rocheuses ou avec la Californie qui est allongée dans un sens nord-sud. Il y a également la côte Pacifique, etc. Autrement dit, la plupart des axes géographiques en Amérique du Nord sont de sens nord-sud. Il y a à cela deux exceptions notables. La première, c'est celle qui se situe au niveau du golfe du Mexique, où il est possible de faire une certaine distance dans un sens est-ouest entre la Floride et le Texas. Et la deuxième exception, c'est le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent est tellement important que c'est un des rares fleuves à être visible depuis la Lune. Le Saint-Laurent est navigable jusqu'à Montréal, puis il donne accès au Grand Lac qui représente la mer intérieure la plus grande du monde. Une mer intérieure qui dessert l'intérieur du continent le plus riche du monde. L'axe Saint-Laurent-Grand Lac représente la principale voie de pénétration naturelle de sens est-ouest du continent nord-américain. C'est à cause du Saint-Laurent si la France a fondé la Nouvelle-France, c'est à cause du Saint-Laurent si l'Angleterre a attaqué et envahi le Québec, et c'est à cause du Saint-Laurent si l'indépendance du Québec tarde tant à se faire. La raison principale étant qu'au Québec, qui est un pays de passage, l'axe est-ouest a toujours été plus important qu'ailleurs sur le continent. Ça prend du temps avant que les axes nord-sud naturels au continent, les axes du commerce, prennent le pas sur le vieil axe de peuplement de sens est-ouest. Si vous avez aimé la présente vidéo, je vous encourage à la distribuer librement dans vos médias sociaux. Je vous en remercie à l'avance et je vous dis à la prochaine.